C'est agréable de se faire présenter par un compatriote, parce que je suis belgo-marocaine, donc voilà, je suis revenue au Maroc pour faire mon doctorat il y a 15 ans, et voilà, j'ai trouvé Asie déjà prêt, et j'ai surfé sur la vague. Donc, pour la session inaugurale, Oustad Aziz m'a demandé de présenter, je pense que maintenant c'est devenu un running gag, parce que tous les ans, il me demande de présenter un peu ce qui est nouveau dans la classification des déficits unitaires, la classification internationale de la UIS. Il a été tellement impressionné par mon premier essai que voilà, il a décidé que je devais le faire tous les ans, donc voilà, je le ferai tous les ans. J'espère que la prochaine fois, j'aurai une autre version un peu plus intéressante. Donc, les déficits immunitaires, donc, qui sont maintenant appelés par la communauté internationale Inborn Errors of Immunity, parce qu'on n'est pas juste dans des déficits immunitaires primitifs tels qu'ils étaient euh, présentés au départ. Donc c'est pas juste des déficits, c'est pas juste des déficits en nombre, mais principalement des déficits de fonction. Et donc c'est vraiment des erreurs innées de l'immunité. À ce jour, donc il y a 482 maladies qui ont été reconnues et classifiées donc par le Comité international des déficits immunitaires, donc mandaté par International Union of Immunological Societies. Donc dans la dernière mise à jour, donc c'est celle de 2022, il y a 52 nouvelles maladies qui ont été incorporées. Et là, je vais juste faire voilà un petit diaporama assez rapide, enfin, diaspora plutôt, de ces maladies pour voir un peu voilà ce qui est neuf, on pourra pas tout expliquer, on pourra pas tout dire. Ce sont des maladies qui ont été peut-être décrites chez juste un ou deux patients, ou peut-être une famille, ou peut-être une dizaine ou une trentaine de patients. Et on va commencer par en fait les maladies qui par contre elles sont plus anciennes, donc des maladies qui sont connues depuis un certain moment, mais qui viennent tout juste dans la dernière classification d'être classifiées comme déficit immunitaire. Donc il y a le Steve-Winman syndrome type 2 qui a été décrit pour la première fois en 1971. Le gène qui a été décrit tout récemment, donc entre 2020 et 2022, c'est l'interleukin IL-6ST. Et donc c'est une maladie, un syndrome avec des dysplasies létales, donc petite taille, un arc des os, un arc osseux, et additionnellement, ils peuvent avoir une thrombopénie congénitale, une dermatite eczématoïde, des anomalies rénales et un défaut de la réponse aiguë. Alors il y a le RUSAT qui a été décrit pour la première fois en 2000, là aussi ça date. C'est une thrombopénie qui progresse vers une pancytopénie et qui est caractérisée par une fusion proximale congénitale donc du radius et de l'ulna au niveau donc des bras. Il y a le lupus, donc ça parlera peut-être un peu plus à certains d'entre vous, donc le lupus systémique pédiatrique, qui a été décrit pour la première fois en 2011. Donc c'est un déficit de DNAS1L3. Donc c'est un lupus systémique avec un début très jeune, très tôt, une hypocomplémentémie, des auto-anticorps, une néphrite lupique et un syndrome vasculaire. Donc là aussi c'était récemment inclus du fait donc du gène en fait. Ensuite il y a des phénotypes, ce qu'on appelle old phenotype new genes, c'est-à-dire des phénotypes qui sont déjà reconnus qui étaient déjà classés dans les déficits immunitaires, et simplement il y a des nouveaux gènes, des nouvelles descriptions, des nouvelles mutations génétiques qui sont ajoutées aux gènes déjà connus pour ces phénotypes. Je pense principalement donc aux SCID. Donc là, on a trois nouveaux gènes qui se présentent comme des SCID témoins B+, NK+. Le PAX1, le SCP2, le LTP-kappa B.
Donc un déficit qui se présente comme une lymphopénie CD4, donc avec le phénotype qu'on retrouve chez dans les autres lymphopénies. Et un autre kit qui se présente comme un kit avec des B effondrés, enfin bas, donc le MAN2B2. Là aussi, infection récurrente, vasculite, arthrite, etc. Il y a le RIPK1 déficit qui donc c'est des infections récurrentes et une polyarthrite progressive. Et voilà, donc là on a un petit peu l'aspect clinique chez les 4 patients qui ont été décrits dans le premier papier en 2018. Et donc c'était classé dans les kits. Dans les hyper-IgE syndrome, donc pendant longtemps on a pensé que les hyper-IgE syndrome il y avait juste le job, donc job Buckley, donc le stade 3. En 2020 on a ajouté 5 ou 6 nouveaux gènes. Et encore ici en 2022, on vient d'ajouter la forme dominante négative du déficit en IL6ST, donc qui phénocopie donc les déficits en IL6R et en récepteur interleukine 6 et interleukine 11. On a également donc un nouveau défaut des canaux calciques, donc le crack R2A déficit, qui se présente comme un loquide avec des diarrhées chroniques, des infections respiratoires donc récurrentes pulmonaires, donc principalement pneumonie, et une panhypogammaglobulinémie. Dans les déficits en anticorps, donc on a encore un nouveau gène dans les agammaglobulinées avec absence de B, donc le PUE1 deficiency, donc qui va se présenter à peu près comme une agammaglobulinie autosomique dominante dans cette forme-là. Et dans le fameux phénotype d'ICV, qui est un petit peu un mot qui est un petit peu un terme qui désigne énormément de maladies en fin de compte. Donc on en a 6 nouvelles. Donc chaque année on a de plus en plus de maladies qui présentent le même phénotype qu'un DICV. On a également donc un nouveau gène qui a un déficit en rejet qui se présente en fait comme une lymphohistose hémophagocytique familiale. Donc même phénotype que les autres HLH, donc fièvre, cytopénie, splénomégalie, hypertriglycémie, ferritinémie élevée, interleukine 2, hémophagocytose et absence de l'activité NK-cell, donc qui est due à un défaut fonctionnel de l'exocytose. Et donc simplement le rejet est un docker donc du MUNC 13.4, et donc en absence de cette protéine, l'exocytose ne peut pas se faire. Donc parmi les susceptibilités mendéliennes aux maladies mycobactéries, donc il y a une nouvelle description donc de déficit en interféron gamma dans les phénotypes les plus sévères, et le déficit en T-bête dans les phénotypes les plus modérés. Dans les encéphalites herpétiques, donc ça c'est un message qu'il faut faire passer, c'est que toute encéphalite herpétique est un déficit immunitaire. Si vous ne trouvez pas le gène actuellement, c'est qu'on l'a juste pas encore décrit. Mais c'est clairement un déficit immunitaire. Et donc on en a un nouveau, donc c'est le SNORA31, donc qui est autosomique dominant, plutôt faire donc les encéphalites plutôt de cortex frontal, je pense. Et 2 gènes qui ont été décrits dans la méningite molarée, qui sont des méningites récurrentes lymphocytiques dues à l'herpès 2, type 2. Donc dans les interféronopathies type 1, donc dans le syndrome de Aicardi-Gouttière, donc on a encore 3 nouveaux gènes décrits, DNAS2, LSM11 et RMU7-1. Ensuite, il y a le déficit en MCM10 qui phénocopie le GINS1 et MCM4, donc avec des infections ACMV qui peuvent être fatales, et qui ressemblent à HLH, mais plutôt sur les biomarqueurs que sur l'aspect clinique, et avec une diminution de la fonction du NK. Pour ce qui est de donc dans les APS, donc les syndromes APS-like,
Donc, a été décrit récemment le déficit en tête 2, donc avec une augmentation du CD25 soluble, du Fas ligand soluble et de l'interleukine 10, et donc qui présente, donc, comme les autres APS, donc une hépatosplénomégalie, des lymphomes, des infections, et donc qui est due à une lymphoprolifération, une altération donc, de la différenciation et de la prolifération des lymphocytes. Le déficit en MAPK8, c'est une candidose mucocutanée chronique qui est aussi associé à donc un syndrome une connectivite similaire au syndrome de Ehlers-Danlos. Le WHIM syndrome 2, donc le WHIM c'est un diminutif pour verrue, hypogammaglobulinémie, infection et myelocatexis. Donc c'est normalement qui est décrit depuis longtemps lié au CXCR4. Et donc le CXR2 a à peu près la même une clinique similaire avec une neutropénie profonde, une myelocatexie, des gingivites récurrentes et des ulcères oraux et une hypergammaglobulinémie. Donc c'est la différence entre le WHIM 1 et le WHIM syndrome et le WHIM syndrome 2, c'est vraiment la hypergamma. Voilà, pour ce qui est des gènes qui étaient déjà décrits dans la classification, mais pour lesquels des nouveaux phénotypes ont été décrits plus récemment. Donc on a le TMEM 173, donc dans sa forme autosomique dominante, il était donc décrit donc de l'Savi. Et là on a décrit plus récemment une forme autosomique récessive, mais toujours gain en fonction, ce qui fait que la clinique est si binaire en fait. Pour le CPE, il était décrit chez des patients qui présentaient un déficit des granules spécifiques. Et maintenant, on a récemment décrit une forme autosomique récessive gain de fonction qui présente plutôt des fièvres récurrentes de durée de 4 à 5 jours et avec un espace de 2 à 4 mois. De 2 à 4 semaines, pardon. Donc voilà. Pour le stade 2, donc, il a été décrit d'abord dans des infections, des prédispositions aux infections liées au vaccin. C'était la forme autosomique récessive. Et plus récemment, il y a un variant spécifique de perte de fonction qui est décrit dans un syndrome auto-inflammatoire à début précoce et qui peut être fatal. Alors, Icaros, il a été décrit dans énormément de formes. Donc, vous avez la forme autosomique dominante, qui ressemble plutôt à un KID. Une autre qui est qui présente plutôt un déficit, plutôt un DCV. Et dernièrement, on a décrit donc une forme gain of function, donc avec beaucoup d'auto-immunité, allergie, lymphoprolifération, syndrome d'Evans et infections récurrentes. Enfin, donc, on a les tout nouveaux nouvelles maladies, donc nouvelles descriptions. Et là, la liste est encore plus longue, donc je vais les passer pas en revue. Donc, dans des déficients CD4, on a le SAGE3 avec un dérèglement immunitaire, des infections récurrentes, qu'elles soient sinopulmonaires ou bien cutanées. Donc dans les kids avec une hypogammaglobulinémie, vous avez le IKBKA déficit, qui peut être soit autosomique dominant, soit autosomique récessif, là aussi des infections récurrentes. Et dans les kids associés avec d'autres syndromes, on a le DIAF1, autosomique récessif, donc qui présente donc une cécité corticale, un syndrome microcéphalique et des infections récurrentes, qu'elles soient bactériennes, virales ou bien fongiques. Donc dans les agammaglobulinées avec absence de B, on a le FNIP1 qui, en plus d'une agammaglobuline classique, va aussi présenter des défauts congénitaux, donc malformation cardiaque congénitale, une neutropénie plus ou moins sévère ou intermittente, ou encore une maladie de Crohn ou un retard du développement.
Enfin, dans les syndromes avec auto-immunité, qui ne sont pas liés au Treg, on a le PDC D1 déficit, qui peut aussi se présenter par une tuberculose, auto-immunité, et qui peut être fatale sur le plan pulmonaire. Le SOX1 déficit, c'est une autosomique dominante qui présente des infections bactérielles récurrentes et une auto-immunité multisystémique. Et dans les Mickey, plutôt les prédispositions Mickey, vous avez le F4, déficit F4 qui est l'IAX, avec une auto-inflammation mucosale début précoce, donc un Mickey et des fièvres. Pour les neutropénies congénitales qui sont associées à des syndromes, vous avez le gain de fonction du TLR8 avec des cytopénies sévères, une hépatosplénomégalie, une lymphadonépathie et une maladie auto-inflammatoire progressive. Pour ce qui est des prédispositions aux infections virales, donc un groupe spécifique d'infections virales, on a le ZNFX1, qui prédispose au virus ARN-DNA et aussi mycobactéries. Vous avez toute la palette de gènes qui ont été décrits dans les formes sévères de Covid-19. Donc le CD28, le déficient CD28 avec une susceptibilité au papilloma. Et le déficient de NOS2 avec une susceptibilité à des maladies déclenchées par le CMV. Notamment une pneumocystite sévère suite à un CMV ou encore et qui ne présente pas apparemment d'autres problèmes avec les autres virus herpétiques. Dans les maladies auto-inflammatoires, avec les fièvres récurrentes, vous avez le C2ORF69, le ZNFX1, je crois que j'ai déjà mentionné, et le TBK1, le déficient TBK1. Et dans les interphénopathies type 1, vous avez la TAD3A avec un défaut neurologique qui est prédominant. Un taux élevé d'interféron type 1 dans le sérum. Toujours dans les maladies auto-inflammatoires, il y a les formes qui sont prédominantes au plan cutané, comme le gain de fonction dans le HCK, avec une vasculite cutanée et une inflammation pulmonaire chronique. Et donc d'autres syndromes auto-inflammatoires comme le PSMB9, le CDC42 qui a un début néonatal, Nocar syndrome, le SIC, gain de fonction du SYK, la lésion de l'exon 5 du NEMO, et NCKAP1L. Enfin, il y a les phénocopies des déficits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve génétique que ce soit congénital, mais ça reproduit la même clinique qu'un déficit immunitaire primitif. Donc il y a ceux qui sont associés avec des mutations somatiques, comme le VEXAS, donc c'est une perte de fonction de l'UBA1-1, avec un syndrome inflammatoire qui va démarrer plus tard, mais qui va être réfractaire au traitement, fièvre, cytopénie, etc. Le gain de fonction de TLR8, donc avec des cytopénies sévères, une hépatosplénomégalie et une lymphadonépathie. Et vous avez des formes de Covid-19 sévères qui étaient associées à la présence d'auto-anticorps neutralisants pour les interférons de type 1. Voilà, je partage encore avec vous le QR code de l'application de la classification phénotypique. Et là, on a fait un effort, donc il est à jour sur Play Store, il sera à jour sur iOS dans une semaine, je pense, avec les nouvelles figures donc, de la classification de 2022. Je vous remercie.